Voilà, on va démarrer. Bonjour à tous. Merci d'être venus. La salle est pleine, ça c'est formidable. Ça fait très plaisir pour nos écodialogues d'avoir des salles pleines. Bon, elle est petite, d'accord, mais quand même c'est bien. Et donc, avant de démarrer, un petit mot de présentation sur ces écodialogues de cette année du Festival 2023. Et puis qu'on poursuivra aussi aux automnales, hein, comme d'habitude, en octobre et novembre. Et alors, l'année dernière, on avait, vous vous en rappelez peut-être, fait toute une série d'interventions, de présentations, de conférences autour de l'océan, donc autour de l'eau salée. Cette fois-ci, on va passer sur l'eau douce. Sujet brûlant, si j'ose dire, s'il en est. On avait prévu dès le mois d'octobre dernier de travailler sur ce thème-là. Et puis, vous voyez l'actualité, elle est là-dessus extrêmement chargée sur l'eau. Donc, on a prévu une série de rencontres, d'écodialogues. Je vous les rappellerai tout à l'heure en fin de présentation ici, mais ça commence déjà dès aujourd'hui, j'allais dire en avant-première, avec Ludovic Sesmat qui va nous parler de cet étang, de ce bel étang qui est en face, qu'on croit connaître. Et puis en fait, vous allez voir, vous allez apprendre énormément de choses autour de l'étang de Thau, de la lagune, de l'eau, de l'hydrologie, etc. Et puis on aura donc, et je terminerai là-dessus tout à l'heure, une série d'interventions autour de l'eau de façon très large. Et à partir du dimanche 19 juillet, et puis ensuite après sur la totalité jusqu'au bout du festival, c'est-à-dire sur le dimanche suivant, donc sur 16 jours, mais pour les écodialogues, ça va être sur 8 jours. Voilà, alors merci d'être venu, Ludovic. Vous allez vous présenter et présenter votre travail. Ludovic Sesmat est hydrologue, on peut dire ça, voilà. Vous avez en face de vous quelqu'un qui connaît admirablement l'étang de Thau, peut-être une des personnes qui le connaît le mieux, peut-être, on va dire ça, voilà, depuis 20 ans au moins, et plus. Donc vous allez découvrir plein de choses et je vais lui laisser la parole tout de suite, à la fois pour se présenter et puis pour nous raconter un peu ce qu'on ne connaît pas autour de l'étang, sur l'eau, sur les grands équilibres hydriques qu'il y a sur cet étang si fragile et cet équilibre si merveilleux et qu'il va falloir évidemment essayer de maintenir. Voilà. Merci. Voilà. Merci Monsieur Salomon. Donc déjà de m'avoir invité il y a plusieurs mois pour préparer cette journée. Aujourd'hui, donc l'idée c'est de vous présenter un petit peu, vous donner des informations sur ce qui se passe sur l'étang. Donc alors moi ça fait 21 ans que je travaille dans l'eau et l'environnement. Je suis docteur d'université donc de Montpellier dans une spécialité d'océanographie. Donc on peut dire que je suis hydraulicien, hydrodynamicien à la base, hein, donc les courants marins, toute l'hydraulique, l'hydrologie. Et puis depuis 11 ans, je travaille au syndicat mixte du bassin de Thau. Donc j'ai fait une partie de mon travail à l'IFREMER, l'Institut français de la recherche sur l'exploitation de la mer, sur la station de Sète, où donc on a travaillé beaucoup sur l'étang de Thau et on a beaucoup de réseaux de surveillance sur lesquels je vais vous parler, là. On a des illustrations qui vont être présentées. Et puis depuis 11 ans, j'ai travaillé au syndicat mixte du bassin de Thau sur des problèmes de protection de l'étang, sur la qualité de l'eau. Donc je vais vous parler aussi d'assainissement. Et puis plus récemment, on travaille sur le grand cycle de l'eau. Donc pour mesurer toute l'eau qui arrive à l'étang, comment elle se mélange, et puis tout ce qui est aussi la ressource en eau locale, d'eau douce. Donc je vais vous parler d'eau de mer, d'eau lagunaire, d'eau souterraine, d'eau douce de surface, voilà. Donc ça va être assez varié, avec, j'espère, que vous allez apprendre pas mal de choses. Ça sera peut-être un peu technique quelquefois, mais il y a quand même des schémas qui vous illustreront assez bien, qui seront assez parlants d'eux-mêmes. Donc de quoi on va parler ce soir ? Si on peut lister un peu les quelques points. Bon, en premier lieu, on va un peu rappeler comment cet étang il s'est formé déjà, assez rapidement. Qu'est-ce qu'on y trouve dedans ? Il
y a tout un patrimoine biologique qu'on y retrouve. Alors, ça sera 2 diapos, hein, c'est pas ma spécialité, mais on rappellera quand même tout ce qui est le patrimoine naturel qu'on a dans l'étang. Il y a des collègues qui le suivent de façon beaucoup plus précise que nous. Les usages, ça c'est important, les usages de l'étang, parce que à un moment donné, c'est un étang qui a vraiment été tourné vers la conchyliculture, et aujourd'hui, c'est des usages qu'on doit protéger. Parce que ces usages, ils font face à certains risques. Donc, je vais vous parler des problèmes environnementaux qu'on a eus ces 20 dernières années, et comment certains d'entre eux, on a pu les traiter, ou comment d'autres, on les étudie pour trouver des solutions à moyen, long terme. Voilà. Et puis après, je vais vous parler d'hydrologie de la lagune, de son bassin versant, et aussi d'hydrogéologie. Parce qu'il y a aussi de l'eau qui est en dessous l'étang. Ça, on a du mal à se le conceptualiser, mais il y a aussi de l'eau. Et il se trouve qu'elle est douce, ou même thermale, qu'elle est chaude aussi. C'est les voisins de Balaruc, d'ailleurs, qui pourront mieux vous le dire. Donc, alors, cet étang, déjà, on peut rappeler ses caractéristiques morphologiques. Il fait 75 km². Son bassin versant en fait presque 5 fois plus, 350 km², son bassin versant. Bon, il fait 4,2 mètres de profondeur, 350 millions de mètres cubes d'eau dans l'étang de Thau. Il y a 12 cours d'eau intermittents. Donc ça va de la Venne, hein, pour ceux qui connaissent, à l'est. Alors je sais pas, peut-être que ça aurait été mieux que je puisse vous pointer sur... Ou avec la souris, d'accord. Donc la Venne, et la Venne qui est le seul cours d'eau permanent d'ailleurs, qui coule toute l'année à partir d'Issanca, sur 2 km seulement, à partir de la source d'Issanca, c'est le seul qui coule toute l'année. Tous les autres cours d'eau, les 11 autres, sont intermittents, donc ils coulent beaucoup dès qu'il y a des épisodes cévenols, mais après le reste de l'année, ils sont secs. Donc 12 cours d'eau sur le bassin. L'étang de Thau, il y a aussi une source sous-marine, qui est la source de la Vise, à 27 mètres de fond, donc qui se trouve dans la crique de Langue, là, à peu près 300 mètres du bord côté Balaruc. Et puis, il y a plusieurs gros de communication avec la mer. Donc, cet étang, il est relié à la mer par les canaux de Sète. C'est le plus gros, c'est celui qui est le plus important. Il y a un canal des Quilles aussi, qui relie la mer à l'étang. Et puis, il y a le gros de Pissomme à Marseillan. On en parlera un peu plus loin. Voilà. Alors, cet étang, il s'est formé il y a un peu plus de 5000 ans, dans l'ère du Pliocène. C'est la fin de l'ère tertiaire. Faut s'imaginer que la mer, elle était 25 mètres en dessous du niveau d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'en fait, là, c'était sec. La mer était beaucoup plus loin. Et ce cordon, il n'existait pas. Ce cordon, il s'est créé donc il y a 5-6 000 ans. Donc, par dérive, donc dès que il y a eu une transgression marine, que la mer est remontée, les courants ont fait qu'il y a eu des dépôts de sable qui ont formé des cordons. C'est le cas pour l'étang de Thau, mais c'est le cas aussi pour toutes les autres lagunes du Languedoc. Et donc ça a isolé une masse d'eau en arrière, les lagunes, de la mer. Okay, et ces lagunes, après, par les apports quaternaires, elles se sont aussi comblées. On mesure une lagune, selon les endroits, ça peut se combler de 1 à 3 à 5 mm par an, par des dépôts qui sont emmenés par le bassin versant. Voilà. Donc elle s'est comblée régulièrement. Aujourd'hui, on suit encore cette dynamique. Voilà. Donc, alors, il y a une formation géologique qui est un petit peu surprenante. Dans l'étang de Thau. Ça, c'est quelque chose que je voulais parler. Bon, c'est pas très connu, à vrai dire. On n'a pas d'explication encore aujourd'hui, donc c'est pas moi. On vous donnera pas des réponses, mais c'est une curiosité morphologique qui a été d'ailleurs étudiée sur une thèse par Monsieur Chassefière en 1968. Ce sont les cadoules. Alors les cadoules, les pêcheurs peut-être ils vous en parleront. Les cadoules, c'est des espèces de petites pioches, des petites collines qui font 2 mètres de diamètre, à 30 mètres, il y en a des plus larges, c'est des remontées bathymétriques en fait dans l'étang, qu'on retrouve à certains endroits de l'étang. On les retrouve suivant des alignements d'ailleurs. Hein, on les retrouve suivant des alignements, ici, là. Et donc ces petites pioches, ces petites collines qui sont au fond, on ne sait pas trop comment ça a été formé. Voilà, c'est un peu une bizarrerie. Alors, il y a eu des datations de fait par M. Chassefière, parce que dedans, il y a des débris coquillés. Il y a des moules, des coquilles, des serpules, etc., qui ont été datés entre 4 siècles à 1200 ans. Voilà, ça c'est pour les débris de coquilles. Alors il y a eu plusieurs hypothèses. Vous voyez, il y a Creuse de l'Essai en 1824, il dit ces formations, ce sont des dépôts d'argile.
Plus tard, on dit que ce sont des monticules de pierre. Après, il y a des hypothèses. Pavillard, voilà, les considère comme des protubérances calcaires d'origine énigmatique, donc ils ne s'avancent pas trop. Il y a aussi des hypothèses qu'en fait, il y avait des falaises qui ont été érodées par la mer, hein, où c'était comme un banc, je dirais, que ce soit des formations biologiques. Ce sont des organismes qu'on construit. Donc ça, c'est encore aujourd'hui, on ne sait pas trop le définir. En tout cas, on sait que ça existe dans le fond de l'étang, ces cadoules. Voilà. Alors, l'étang de Thau avant, là, maintenant, c'est un peu plus... Là, on est à 5000 ans. Là, on revient un peu plus récent, à l'époque historique. Donc, il y a 3... Là, c'est la carte de Cassini, hein, c'est il y a 300 ans. L'étang de Thau, en fait, si on regarde les cartes, il allait jusqu'à la Grande Motte. En fait, il n'y avait qu'un étang. Frontignan, en latin, ça veut dire front stagnus. Ça vient du latin front stagnus, eau stagnante. Les eaux blanches, c'était parce qu'en fait, on voyait le fond. L'étang des eaux blanches, on l'appelle parce que on voyait le sable. Il n'y avait que 50 cm. Mais en fait, l'étang de Thau, vous voyez, il allait jusqu'à la Grande Motte. Alors, qu'est-ce qui fait, comme on le connaît aujourd'hui? Il y a eu plusieurs ouvrages faits de la main de l'homme. C'est le canal du Rhône à 7, qui finalement a compartimenté tous ces étangs du nord vers le sud. Il a créé une digue. Hein. Le canal, c'est un canal, mais il y a 2 digues de chaque côté, donc ça a compartimenté. Et puis, plus récemment, après, il y a eu les voies ferrées, les voies routières, qui ont compartimenté les étangs des Palavasiens d'est en ouest. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tout ce chapelet d'étangs de la Grande Motte jusqu'à l'étang de Thau. Voilà, mais qui sont séparés. En fait, ils sont plus que reliés par le canal du Rhône à 7. Voilà. Et il n'y avait pas de gros permanent entre cette grosse masse d'eau arrière et la mer. Il y avait des gros temporaires à Frontignan, où on va le voir un peu plus loin. Ici, c'est à l'étang de Thau, ça c'est la carte de l'état-major, donc 1860. On voit qu'il y a plusieurs gros temporaires. Il y a le gros du 15e, hein, sur les anciens salins, qui avaient commencé à être construits. Il y a le gros de Pissomme, le gros du Pérolet, et le Rieux-Mort. Le Rieux-Mort, c'est en fait un ancien bras de l'Hérault, parce que l'Hérault, dès qu'il est en crue, il y a une partie qui bascule du côté de l'étang de Thau et qui vient jusque ici. Voilà. L'Hérault, il déverse par ici, et il y a une partie qui vient s'épancher ici, ce qu'on appelle le bras mort, et c'est le gros Rieux, c'est le bras mort de l'Hérault, en crue. Et aujourd'hui, ça fonctionne toujours comme ça, d'ailleurs. Hein. Tous les 5 ans, il y a l'eau de l'Hérault qui vient jusqu'à Marseille en plage. Donc, ça, c'était d'un côté. Sur 7, comment l'étang il était connecté? Avant, il n'était pas connecté. Et dès qu'il y a eu la création du port de Sète, donc 1682, il y a eu un canal qui a été créé, qui est l'ancien canal royal aujourd'hui, qui s'appelait le canal de la Bordigue. Il faisait que 2 mètres de profondeur. Et c'est que bien plus tard qu'il y a eu des darses, et je dirais le canal royal, ici avec les darses et le quai Richelieu, etc., qui ont été créés, qu'il y a eu le canal principal de Sète, à la gare, etc. Donc c'est beaucoup plus tard. Il a été... Alors, c'est qu'en 1900, voilà, ces chenaux, ils faisaient 2 à 4 mètres de profondeur. En 1900, par contre, ils ont fait un dragage jusqu'à 8-9 mètres pour pouvoir faire rentrer des gros bateaux à l'étang avec des gros tirants d'eau jusqu'au ponton de la Bordelaise ou à Balaruc où il y avait les usines, les raffineries, etc. Et il y a même eu des chenals de draguer dans l'étang. Dès qu'on regarde les cartes bathymétriques, c'est début 1900. Voilà. Alors dans ces canaux de Sète, il y a eu aussi, là c'est un peu d'histoire en 2 diapos, mais il y a eu aussi un projet d'écluse. Ici, 1895, il y a la Plagette, la Pointe-Courte, si vous arrivez à vous localiser. On est au bout du canal royal. Et ici, il y avait un ouvrage, il y a eu plusieurs études comme ça, où ils voulaient faire une écluse. Alors, selon vous, pourquoi ils voulaient faire cette écluse? Régulatrice des courants, ça s'appelle cette écluse. Alors, la marée, c'est celle qui dirige les courants. En réalité, à cette époque-là, ils voulaient en fait bloquer les courants. En la fermant, ça bloquait les courants. À cette époque-là, toute la marine, elle était principalement à voile. Et les manœuvres d'accostage sur les quais de Sète sur des gros bateaux étaient compliquées parce qu'il y avait des courants importants dans les gros. Donc en fermant cette écluse, ça permettait de faciliter toutes les manœuvres de navigation et d'appontage.
Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils avaient projeté cet ouvrage qui n'a pas été fait, mais bon, ça c'est ce qu'on a retrouvé dans les archives. Alors il y avait un autre projet aussi, je vous le mets en une diapo. Un autre projet, c'était le canal latéral de Thau. Vous voyez, ici, on est au Bagnas. Il y a le canal du Midi qui était déjà existant. Et ils voulaient, au niveau de l'écluse du Bagnas, créer un canal sur le Lido qui va jusqu'au port de Sète. Tout simplement pour que les bateaux qui faisaient du transport fluvial ne cabotent pas, parce que des fois, ils étaient bloqués dès qu'il y avait mauvais temps sur Thau. Ils n'étaient pas forcément... Tout le transport de marchandises ne faisait pas. Ils perdaient du temps. Donc, ils voulaient faire ce canal pour pouvoir améliorer le transport fluvial de l'époque. Voilà. Ça aussi, c'est un projet qui ne s'est pas fait. Voilà. Alors maintenant, si on revient plus... Voilà. On abandonne l'histoire. Si on revient plus sur qu'est-ce qu'on retrouve dans les temps au niveau du vivant. Alors là, ça, c'est le monde végétal. Dans le monde végétal, il y a ce qu'on voit. C'est les herbiers, par exemple. C'est tout ce qui est les Osteranolti, avec un recouvrement assez important. Il y a tous des cortèges aussi de macroalgues. Ça, on le suit de façon assez précise, qui sont des habitats importants. Puis il y a aussi tout le monde microscopique qu'on ne voit pas. C'est tout le monde du phytoplancton, du plancton, du zooplancton, avec des algues. Voilà, donc ça, il y a toute une diversité de ce monde végétal qu'on retrouve dans l'eau. Alors, on le suit parce qu'il y a certaines espèces qui peuvent créer des problèmes sur la qualité des huîtres. Donc, il y a des réseaux de surveillance et ça nous permet de suivre toutes ces composantes. Voilà. Après, il y a tout ce qui est les richesses biologiques que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, que ce soit des invertébrés, des échinodermes, des bryozoaires. Ici, là, une offure sur une colonie de bryozoaires, des cnidaires comme des méduses, des poissons, là, des cygnathes, des hippocampes, des vers. Voilà, il y a toute une panoplie pour un naturaliste pour qu'il trouve son bonheur, je vais dire. Voilà. Alors, les usages. Si on parle des usages, l'usage que vous connaissez, ici on est un peu dans le cœur du sujet, dans le musée de l'étang, l'usage conchilicole. Alors au départ, les huîtres, elles étaient élevées dans les canaux de Sète. Alors pour des raisons à la fois sanitaires, parce qu'il y avait les égouts qui arrivaient dans les canaux de Sète, et pour des raisons aussi d'espace, au début du XXe, donc, les conchiliculteurs se sont installés dans l'étang avec des systèmes de filières où ils collaient les huîtres sur des piquets de palétuviers et après, plus tardivement, de l'élevage sur corde. Voilà. Alors vous voyez, dès qu'on regarde les images, là, c'est quand même bien organisé. Il y a ce qu'on appelle des colonnes, c'est les grandes colonnes, il y en a 29. Voilà. Il y a des îlots, les îlots c'est 8 tables, et puis après il y a la table. Voilà. La table, ça c'est l'unité de structure. Elle fait 50 mètres de long, 10 mètres de large, elle a 33 piquets, et c'est une concession. Voilà. Chaque conchiculteur a une concession, on est sur le domaine public de l'État. Donc et dans la table, il y a ce qu'on appelle les carrés même, puisqu'un conchiculteur, il gère toute son activité en remplissant un carré, c'est 5 mètres sur 5 mètres. L'unité donc de production, elle fait 500 mètres carrés. Tout ça, là, ça a été organisé entre 73 et 76. Voilà. Avant, c'était un peu plus anarchique. Ça, c'était les concessions d'avant. Donc, elles n'avaient pas la même taille, elles n'étaient pas orientées. Il y avait des carrés, des rectangles, des trapèzes. Voilà. Il y avait des problèmes de circulation d'eau, d'ailleurs. Les courants se faisaient moins bien, les coquillages poussaient moins bien. Et du coup, en 73, il y a eu tout un plan de remembrement de l'activité conchilicole pour refaire leur outil de travail. Voilà. Avec cette unité de concession et de culture. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, la courantologie, etc., même à l'époque, déjà, il y avait sujet. Voilà. Alors, un autre usage, c'est la pêche. Voilà, avec notamment les techniques de capéchade, avec une paradière qui bloque le poisson. Le poisson va après rentrer là, dans cet endroit et ne trouvera plus la sortie et va aller se rendre prisonnier dans les nasses. Alors ici, on a numérisé tous les anciens postes de pêche sur les cartes des responsables des pêcheurs, du CRPN. Ce sont les postes de pêche qui sont tirés au sort, donc chaque année, qui sont numérisés ici. Et puis après, il y a d'autres usages de la lagune que vous connaissez sur les aspects, la plaisance, le nautisme, la plongée, la pêche récréative, etc. Voilà. Alors après, dès qu'on parle des problèmes environnementaux,
sur des risques qui sont naturels ou anthropiques. Et c'est ce que je vais un peu vous détailler ensuite, dans la suite de la présentation. Il y a les malagues, donc vous avez tous entendu parler, je pense, c'est les problèmes d'anoxyde de l'eau. Je vais vous parler, donc, en 2018, il y a eu une malague, c'est la dernière d'ailleurs qu'on a recensée, et puis derrière, il y a eu un phénomène assez particulier qu'on a suivi avec une gestion de crise et un comité de suivi de ce qui s'est passé derrière. Je vais vous en parler 2 mots, parce que c'est un phénomène naturel, j'entends bien, je le rappellerai, mais qui a été assez particulier et assez inquiétant, mais on s'en est bien sorti au final. Puis après, je vais vous parler de crises phytoplanctoniques et microbiologiques. Vous savez que les conchyliculteurs, quelquefois, les coquillages, vous l'entendez, des fois, ils sont interdits à la vente. Hein. Donc, il y a des réseaux de surveillance, il y a tous des suivis derrière. Et donc, je vais vous parler de la gestion de ces risques-là. Et puis après, je vais vous parler plus de l'hydrologie de l'étang et aussi de l'hydrogéologie. Voilà. Alors, les malagues... les malagues, déjà, si on en fait l'inventaire, on voit 1969, 71, 75, 77. Voilà. Il y a eu toute une panoplie de malagues. Alors, il y en a moins sur ces 20 dernières années. La dernière, 2018. Et puis après, on a été tranquille pendant 12 ans. C'était 2006-2003. La malague, vous voyez, c'est représenté par ces grandes taches blanches qui se propagent comme un incendie, un peu. Et en réalité, la malague, ça vient d'un déséquilibre. On appelle ça une crise dystrophique parce que c'est un déséquilibre entre la demande en oxygène. Hein, les organismes y respirent. Et donc, plus il y a d'organismes, plus il y a une consommation d'oxygène. Et puis la disponibilité de l'aquifère, de l'oxygène, pardon. Donc, forcément, dès que l'eau elle est plus chaude, il y a moins d'oxygène dissous dans l'eau. Dès qu'il n'y a pas de vent, il y a pas de le vent, en fait, il brasse l'eau, il réoxygène l'eau. S'il n'y a pas de vent, il y a moins de flux gazeux, donc il y a moins d'oxygène qui revient dans l'eau. Il fait plus chaud, il y a moins d'oxygène qui est disponible dans l'eau. Et en même temps, la demande biologique, elle monte. Hein, plus il fait chaud, plus on transpire, on a besoin d'oxygène. Hein. Les organismes, c'est pareil. Plus il fait chaud, plus ils ont besoin d'oxygène. Alors à un moment donné, il n'y a plus assez d'oxygène pour répondre à cette demande. Et il y a un compartiment assez particulier qui sont les bactéries. Les bactéries, elles se multiplient sur de la matière organique. Ce sont des déchets organiques qui sont sur le fond et notamment des bactéries qu'on appelle sulfatoréductrices. Alors c'est un mot un peu savant, mais ces bactéries, en fait, elles, s'il n'y a pas d'oxygène dans l'eau, c'est pas un problème pour elles. Pourquoi ? Parce qu'elles peuvent prendre l'oxygène dans les sulfates. Et donc on appelle ça une voie anaérobique. Ça veut dire les sulfates, c'est SO4 de-. Ça se retrouve dans les sédiments. Elles prennent l'oxygène des sulfates et elles libèrent des sulfures. C'est les mauvaises odeurs qu'on voit dès qu'il y a des choses... voilà, ça sent un peu l'œuf pourri. Ça, c'est des sulfures. Ça acidifie l'eau, c'est toxique aussi. Et donc, les bactéries, en fait, elles se multiplient s'il n'y a plus d'oxygène. Et c'est les bactéries du fond qui se multiplient, qui dégradent la matière organique et qui libèrent ces sulfures qui font toutes ces taches blanches. Voilà. Et dès qu'il y a des organismes, des algues ou des organismes vivants qui meurent, ça fait d'autant de matière organique pour que le phénomène se propage. Comme si vous mettez du bois, dès qu'il y a un feu, vous alimentez en bois, le feu, vous alimentez votre cheminée, voilà, c'est un peu la même chose. Donc finalement, les malagues, c'est des problèmes de disponibilité de l'oxygène. Donc nous, on a un réseau de surveillance dessus. Alors, pour lutter contre les malagues, déjà, il y a eu une baisse des apports trophiques qui fait qu'il y a moins de biomasse. Il y a aussi des règlements il y a eu l'État qui a donné dans le règlement des schémas des structures une quantité d'huîtres à mettre par table, pour pas qu'il y en ait trop. Il y a des limites, c'est 1200 cordes par table, par exemple. Comme ça limite la demande aussi en oxygène. Pareil, le nettoyage sur le fond. Les malagues partent toujours du fond. Il y a un règlement où, par exemple, les cordes ne doivent pas être à moins de 50 cm du fond, parce qu'il ne faut pas que les huîtres soient trop près pour consommer l'oxygène au fond et que ces bactéries commencent à partir dans cette voie métabolique, quoi. Donc il y a eu des règlements qui ont été posés à la profession. Il y a eu le ramassage aussi des déchets coquillages pour ramasser, pour éviter que ça soit sur les bordures, pour pas que ça se dégrade. Et donc il y a eu quand même beaucoup d'actions de fait qui expliquent qu'on ait beaucoup moins de malagues aujourd'hui. Maintenant, après des très fortes températures, comme en 2018, voilà. 2018, on a eu un été au-dessus de 29 degrés pendant 7 jours, avec très très peu de vent. Et donc il y a eu cette dernière malague liée à cet événement de canicule assez exceptionnel. Voilà. Alors, suite à cette malague, c'est de 2018,
En septembre, les conchyliculteurs, ils appellent les affaires maritimes, ils appellent l'Ifremer, et ils disent « on a les bassins, ils sont tout verts. Ils sont vert fluo. Qu'est-ce qui se passe ?» Alors on regarde les données. Donc on regarde toutes les semaines, il y a les données de la flore, donc le phytoplancton qui est fait. On voit pas, si on voit des kétocéros. Il y a eu un bloom de kétocéros qui est monté à plus de 20 millions de cellules par litre. Mais ces blooms, ils ont duré quelques jours, voire quelques semaines. Et puis après, par contre, on voit en effet la chlorophylla. La chlorophylla, c'est un indicateur qui nous donne sur les algues vertes l'abondance de la biomasse. Et là, on voit que ça monte. Et on ne sait pas l'expliquer par rapport au relevé qu'on fait. Hein, ça veut dire que, alors c'est monté à 12 microgrammes, ça ne vous parle pas de 12 microgrammes, c'est même monté à 60 microgrammes par litre, ça veut dire 10 fois au-dessus ce qu'on observe normalement au printemps, là où il y a beaucoup de plancton. Et dans une eau à 5 degrés en décembre, on a 10 fois la biomasse algale qu'on ne comprenait pas du tout. Ça représente 4200 tonnes de biomasse dans les temps. Hein. Voilà, ça, si on le représente à l'échelle des 350 millions de mètres cubes d'eau. Voilà. Et alors ça, c'est une personne du CNRS qui nous a trouvé, puisqu'elle a trouvé, en fait, ça venait d'un picochlorum. C'est une espèce de plancton qui est 10 fois plus petite, c'est du pico, donc ça ne se voit pas au microscope, ou alors vraiment juste un point. Et elle a trouvé par rapport à des marqueurs d'ADN, et elle nous a trouvé que ça venait d'un picochlorum qui a commencé après la malague. En fait, il y a eu énormément d'azote et de phosphore qui ont été reminéralisés par ces bactéries qui dégradent la matière organique, qui sont venues enrichir la colonne d'eau. Et il y a eu un bloom de cette espèce pendant très longtemps. Mais le problème de cette espèce, c'est là où il y a eu un comité de crise, c'est que cette espèce, elle n'était pas mangeable par les huîtres, elle est trop petite, et elle n'était pas digeste. Elle a une pepside, elle a des membranes qui ne sont pas digestes par les enzymes digestives des huîtres, et du coup, les huîtres, elles ne grossissaient plus. Donc le milieu était quelque part... pour élever des coquillages, c'est un phénomène qui perdure. Et alors ce phénomène, il avait eu lieu dans les années 80 à Leucate. On a retrouvé des archives à l'étang de Leucate et où les huîtres étaient mortes de faim. Parce qu'il avait duré 1 an et demi. Alors, bon, là-dessus, nous, on a eu la chance. Alors, on a lancé un suivi avec l'Ifremer. Tout le monde, l'agglomération, le département, la région et l'État s'est monté au ministère. Donc, cette crise a été suivie de près. On a regardé la croissance des huîtres. On a surveillé tout ça. On a eu la chance qu'en fait, au bout de 6-7 mois, ça revienne à l'équilibre et que, de nouveau, du phytoplancton plus gros puisse réapparaître pour nourrir les huîtres. Parce que ce picoplancton, en fait, il grossit plus vite et c'est lui qui prenait toute l'azote, tout le phosphore. Ouais. Mort de faim devant une table bien garnie, en quelque sorte. Ouais. C'est le supplice de Tantale, cette histoire. Ouais. Voilà, donc ça, bon, c'est une crise qu'il faut garder pour mémoire, parce que s'il y a une prochaine malague, on suivra de beaucoup plus près, s'il y a une prochaine malague, les cortèges phytoplanctoniques qui vont se remettre en place derrière, parce qu'il y a cette espèce-là elle est là toute l'année, mais dans certaines conditions nutritives, de salinité ou quoi, c'est elle qui prédomine sur toutes les autres. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Alors maintenant, ici, ça c'est un graphique que je voulais... Donc là, on va parler d'autres problèmes environnementaux. Ici, c'est un graphique qui traduit le nombre de jours de fermeture des huîtres selon les raisons de cette fermeture, parce qu'il y a plusieurs raisons, de 1998 à aujourd'hui. Donc, quelquefois, il y a des fermetures qui sont liées à du phytoplancton toxique, notamment Alexandrium. Voilà, c'est ce qu'on revoit en vert ici. Donc il y a eu... Alors vous voyez que depuis certaines années, depuis 2017, c'était la dernière fermeture Alexandrium, on n'a plus de problème avec des blooms d'Alexandrium qui partaient de la crique de Langue notamment. Ça veut dire qu'il y a des kystes, ils se font remettre en suspension et ces blooms partaient de la crique de Langue. Voilà. Donc après, il y a des problèmes de microbiologie par temps sec. Alors voilà, ça c'est pas forcément les réseaux d'assainissement, c'est plutôt aujourd'hui, on incrimine plutôt les oiseaux. Parce que les oiseaux sont sur les tables et en fait, ils font des fesses et ça marque sur les réseaux de surveillance. Voilà. Parce qu'on pensait des fois les pénichettes, les réseaux d'assainissement, on a longtemps cherché et aujourd'hui, on pense que c'est plutôt les oiseaux qui peuvent être responsables à certaines périodes de l'année sur les tables de suivi des surveillances de ces choses-là. Voilà. Après, il y a tout ce qui est lié aux événements pluvieux, au débordement des réseaux d'assainissement dès qu'il pleut.
Voilà. Donc ça aussi, donc en tout sur tous ces aspects-là. Et après, il y a des crises à norovirus. Ça, c'est par rapport à s'il y a des malades qui ont consommé des huîtres et qu'il y a présence de certains virus. Voilà. Donc ça, c'était moins vrai. Voilà. Donc ça, c'est des problèmes qui sont apparus et qui entraînent certains. Donc là, on parle en nombre de jours par an, mais en moyenne, sur toutes ces crises-là, un conchiculteur, presque un mois, 27 jours et demi, presque un mois dans l'année, il n'a pas le droit de vendre, de commercialiser. Donc vous voyez, il y a des gens qui sont au 13e mois, qui sont des salariés. Les conchiculteurs, ils sont plutôt au 11e mois. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a été, sur ces problèmes-là, qu'est-ce qui a été... Alors, si on parle de l'assainissement, bon, ça, c'est les structures d'assainissement, notamment... la steppe de Sète qui collecte Gijan, Poussan, Bouzigues, qui est une steppe la plus importante du territoire, 190 000 équivalents habitants. Il y a un lagunage, ça c'est les systèmes, je vous présente les systèmes d'assainissement autour de l'étang de Thau. En fait, ceux qui rejettent dans l'étang, il y a le lagunage de Montbazin qui rejette dans la Veine, il y a Villeverac qui rejette dans le Palace, il y a le système Loupian-Metz qui rejette dans l'étang, au lagunage à l'écosite de Metz. Il y a le lagunage de Pinet-Pomerol qui rejette dans le ruisseau du Saupier. Et puis après, il y a le lagunage de Marseillan qui, lui, ne rejette pas dans l'étang, il rejette sur le Lido, dans tout le système hydraulique du Lido, dans le canal de circonvallation. Donc au final, 7, eux, rejettent 11 km en mer, dans un ancien pipeline. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, donc, il y a maintenant plus de 10 ans, ce qui était dans le contrat de Lagune, en fait, tous ces réseaux d'assainissement, on les a modélisés, on a regardé où est-ce qu'ils étaient insuffisamment dimensionnés, on les a diagnostiqués, pour pouvoir avoir un plan de travaux pour réduire ces déversements, pour éviter ces crises. Voilà. On a regardé les déversements, comment ils touchaient les tables, et si on agissait sur tel endroit, sur tel secteur, comment on pouvait avoir le maximum d'impact sur la réduction des pollutions, sur les concessions conchilicoles et sur les zones de baignade aussi. Voilà. Sur ces pollutions qui sont uniquement par temps de pluie. Si on part en sec, il y a tout qui fonctionne, il n'y a pas de déversement d'eau non traitée à l'étang. Voilà. Alors il y a tout aussi l'aspect de l'assainissement non collectif, avec une mise aux normes des installations. Ça, j'en ai pas parlé, mais sur l'assainissement, il y a un gros travail qui a été fait. Alors là, je vais vous montrer juste quelques exemples de ce qu'on a établi, puisqu'on a établi un programme de travaux de 20 millions d'euros pour, je dirais, avoir des systèmes d'assainissement qui n'impactent pas la conchyliculture, pour maîtriser ces risques de pollution, de déversement. Donc ici, c'est l'exemple d'un ouvrage en centre-ville de Marseillan qui a coûté 1,7 million d'euros. C'est un ouvrage qui est fait en face le théâtre de Marseillan. À Marseillan, il y avait un réseau unitaire donc où il y avait l'eau de pluie, l'eau d'assainissement qui déversait tous les mois. Et aujourd'hui, on a un système où ça déversera que pour des pluies très très élevé à 5 ans. Donc ça, c'est un bassin de 2200 mètres cubes enterrés qu'on a fait pour stocker les eaux d'assainissement, pour éviter qu'elles aillent dans le port et dans l'étang pendant les pluies, pendant les grosses pluies. Et aujourd'hui, voilà, c'est sous le boulodrome, pour ceux qui connaissent Marseillan. Alors après, je vous donne quelques exemples, je ne vais pas m'enterrer, mais c'est un programme de travaux sur pluriannuel de plus de 6 ans, 20 millions d'euros, qui a été aidé à moitié par l'agence de l'eau, à 50% financé par l'agence de l'eau, pour maîtriser ces risques sur l'assainissement. Donc ça, c'est un bassin à Loupian, qui permet de stocker les eaux usées pour éviter qu'en temps de pluie, ça n'aille dans le Palace. Voilà, ça c'est à Metz. Après, sur Sète, il y a eu des gros travaux sur l'unitaire de Sète, dans les rues, où on a redimensionné des travaux. Les plus gros travaux, c'est le siphon de Sète, parce qu'il fallait à Sète, la difficulté, c'est qu'il faut passer les eaux sous les canaux. Et ça, c'est un ouvrage assez remarquable. Ça veut dire qu'on a redimensionné les chaînes, parce que les anciens siphons étaient de 72, il fallait les refaire aussi. Donc, il fallait les redimensionner, les refaire. Et donc, on a fait un siphon de 345 mètres de forage orienté, 45 mètres en profondeur, 345 mètres de long. C'est un ouvrage assez compliqué à faire, qui a coûté 1,5 million d'euros, mais qui a permis de restructurer toute la capacité de transfert de l'eau usée vers la steppe,
Sans ça, eh ben, on ne pouvait pas envoyer l'eau à la steppe et il y avait plus de déversements sur Sète. Donc ça, je ne vous montre pas tous les travaux, mais les plus conséquents. Voilà. Et puis à Sète, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'en fait, il y avait toutes les eaux usées de Sète étaient sur un gravitaire 1000, un tuyau d'1 mètre de diamètre. On a créé sur Quai des Moulins une deuxième branche qui permet à 30% en gros des habitants de Sétois d'avoir un accès direct à la steppe sur un deuxième tuyau. Et donc ça donne de la capacité au premier qui a été posé en 1972. Voilà. Donc en fait, tous ces travaux-là vont fortement améliorer le fonctionnement des réseaux et donc vont réduire les déversements. Alors après, on a encore des choses d'engager. Hein. Voilà. Alors maintenant, on va parler plus de l'hydrologie. Oui. Alors peut-être que à ce stade, on va faire un petit arrêt, éventuellement, pour des questions qui seraient autour de ce qu'on a vu avant que, justement, on passe sur disons, la grande deuxième partie de cet exposé sur l'hydrologie. Est-ce que vous avez quelques questions à poser à Ludovic Sesma? Je suis sûr que vous avez appris, comme moi, plein de choses. Voilà. Oui, monsieur? Les eaux usées de Sète qui sont rejetées en mer à 7 km en mer sont traitées ou brutes? Ah ben, bien entendu qu'elles sont traitées. Oui. En France, il y a même une autosurveillance. La steppe de Sète, il y a des analyses tous les jours. En fait, selon la dimension, le nombre d'équivalents habitants, le nombre d'équivalents habitants d'un système d'assainissement, vous définit une surveillance. Le lagunage de Metz, il est surveillé une fois tous les mois. On regarde en entrée et en sortie. On regarde l'abattement microbiologique, l'abattement d'azote, de phosphore, de DCO, donc, demande chimique en oxygène, demande biologique en oxygène. Voilà. Donc en réalité, il y a une autosurveillance par celui qui exploite l'ouvrage. Et après, il y a un contrôle de police de l'eau par la police de l'eau littorale ou la préfecture de l'Hérault, les services sanitaires qui contrôlent les maîtres d'ouvrage qui sont les collectivités, qui exploitent les steppes. Donc la steppe de Sète, c'est plus de 160 000 équivalents habitants. Elle est contrôlée tous les jours. Tous les jours, on mesure le débit en entrée, les paramètres, différents paramètres, et on fait la même chose sur les points de sortie. Il y a 2 points réglementaires qui sont suivis. Ces données-là, tous les mois après, elles sont déposées, ces données, et les services de police de l'eau surveillent ça. Et ça, c'est vrai partout en France. Donc de l'eau brute, de l'eau non traitée, que ce soit dans l'étang, en mer ou dans un cours d'eau, la personne qui fait ça, elle prend pas mal de risques en fait. Est-ce que l'arrivée d'un gros paquet de touristes durant l'été change je dirais, le dimensionnement ou affecte en quelque sorte ces problématiques d'eau et d'eau usée? Sur les eaux usées, toutes les stations, elles ont été dimensionnées par rapport à un besoin en effet de pointe. Hein. Donc la station de Sète, elle a été faite en 72. Donc dès qu'on fait un équipement comme ça, il faut qu'il soit compatible avec les usages pendant 50 ans. La steppe de Sète, elle a été redimensionnée. Voilà, les lagunages à Marseillan, c'est pareil. Hein. Ils ont pris des lagunages par rapport à l'activité, aux périodes de pointe, en effet. Mais après, aujourd'hui, tous les lagunages ont une capacité de traiter l'eau, même en période haute. Il n'y a aucun problème de sous-dimensionnement d'installation aujourd'hui. D'accord. Avez-vous alors, madame, et puis ensuite après à toi. Combien de temps qu'il n'y a plus de problème de sous-dimensionnement? Alors je vais répéter la question parce qu'on enregistre, hein, donc pour que ça soit compréhensible. Ça fait combien de temps qu'il y a, je dirais, pas de problème de sous-dimensionnement? C'est ça votre question? Oui. Là, il faut regarder chaque système, quand est-ce qu'il a été construit et quand est-ce qu'il a été conçu. Voilà. Donc, c'est des systèmes qui sont quand même qui sont quand même anciens. Donc, non, il n'y a pas de problème de sous-dimensionnement sur le traitement de l'eau. Oui. C'est à propos des huîtres, justement. Alors, on a entendu souvent quand il y a des problèmes, justement, de comestibilité entre les ostréiculteurs et à ce moment-là, il y a un petit décalage quand même entre le moment où ça va être vendu et le moment où l'Ifremer, je ne sais pas si c'est l'Ifremer qui s'occupe quand même de l'examen. Alors ça a lieu tous les combien en fait, l'examen de l'eau, enfin l'analyse de l'eau? Est-ce qu'il y a un petit décalage entre le moment de la vente Alors, ces problèmes entre non, oui, bon, déjà il y a
il y a 3 niveaux de surveillance. Le premier niveau de surveillance, c'est la surveillance des systèmes d'assainissement. Aujourd'hui, il y a 35 déversoirs d'orage sur les temps de taux, sur les réseaux d'assainissement. On ne parle pas des stations, on parle des réseaux de transfert d'eau. Il y a des points de déversement. Aujourd'hui, ils sont tous autosurveillés. Et on sait, dès qu'il y a des déversements, c'est depuis 7 ans, alors, si on suivait la règle nationale, on en aurait 3 ou 4, je crois, d'instrumentés. Ça, c'est le décret d'assainissement de 2017. Parce qu'en fait, c'est par rapport à leur charge. En gros, il faudrait surveiller ceux qui collectent plus de 18 000 équivalents habitants. En fait, nous, à Thau, on a une loi locale qu'on a intégrée dans le SEG et les collectivités se sont autocontraintes pour tout surveiller. On devrait, si on suit la loi nationale, on en surveillerait 3 ou 4. Là, on en suit 35. Donc on sait ce qui se passe sur les réseaux d'assainissement et on sait si ça dépasse certains volumes, on sait qu'il peut y avoir des risques. Bon. Donc ça, c'est un premier niveau de surveillance. Et tous les services de l'État, les professionnels eux-mêmes, ils ont accès, les représentants des professionnels ont accès à ces données depuis 7 ou 8 ans. Le deuxième niveau de surveillance, c'est une surveillance faite par l'Ifremer et la Direction départementale des populations qui en fait surveille le milieu et les huîtres. Donc ils vont sur des points les huîtres, ils collectent les huîtres et ils regardent, ils font des analyses sur des laboratoires agréés. Et dès que ça dépasse des seuils, il peut avoir fermeture. Mais la fermeture, si c'est lié à un événement de pluie qui s'est passé tel jour, la fermeture, ça concerne les lots jusqu'à cet événement de pluie, même si l'analyse arrive 3 jours après. Parce qu'en général, le temps d'aller prélever après la pluie, il y a 1 ou 2 jours, il faut aller prélever, et il y a encore 1 jour d'analyse. Donc c'est vrai que les résultats arrivent en général 3 ou 4 jours après la pluie. Mais les arrêtés après de fermeture du préfet donnent bien une date qui mentionne les coquillages, là, si vous les avez mis dans vos bassins avant tel jour, c'est pas bon. Voilà. Ça, c'est le deuxième niveau d'analyse et de surveillance environnementale, donc celui-là. Et le troisième, c'est l'ARS avec un réseau épidémiologique. Donc s'il y a des malades, s'il y a plus de 2 personnes qui sont malades à cause d'une huître, eh ben, il y a enquête épidémiologique, traçabilité des lots, pour voir d'où ça vient. Les coquillages, le magasin l'a acheté à un tel, ça vient de temps, ça vient du port de Loupian, telle personne qui a vendu, et ces coquillages, ils ont été pris dans les temps, tel jour, sur telle table. Et du coup, ça veut dire qu'il y avait un impact dans les temps. Donc ça, c'est une enquête épidémiologique. Alors là, c'est encore décalé 1 ou 2 semaines, mais en réalité, derrière, on retrace la pollution et après, on recherche une pollution éventuelle. Donc vous voyez, en réalité, moi, je ne connais pas d'organisation en tant que telle sur de la viande, des poulets, d'autres, qui est une organisation... je dirais, autant... Les Japonais, on avait reçu une délégation de Japonais qui venaient. Vous savez que les Japonais ne mangent pas de coquillages crus par rapport à ces questions de sanitaire. Ils étaient assez impressionnés quand même de l'organisation en France sur ces volets-là. Alors, sur d'autres volets, je pense qu'ils sont bien meilleurs que nous, sur les aspects de l'élevage. Mais sur ce volet de gestion des risques sanitaires, je crois qu'on est quand même assez bien organisé, il faut le dire. Si, après c'est peut-être pas le meilleur endroit pour en parler, mais si on comprend quand même assez bien ce qui se passe et on suit d'assez près tous ces problèmes-là. En tout cas, on travaille ces choses-là pour voilà. Et aujourd'hui, il y a un programme de travail qui est fait pour réduire ces risques en permanence. Je veux dire, c'est un travail de quotidien de plusieurs personnes, de plusieurs services, pour aller toujours dans l'amélioration de ces systèmes. Après, le risque zéro n'existe pas, et si on regarde les occurrences de ces crises, je pense quand même qu'il y a eu un certain travail d'accompli. Voilà. Et finalement, des alertes de malades à l'ARS, il y en a beaucoup par an, il y en a 2, il y en a 100, il y en a... en 10 ans, je sais pas. Oui, c'est quel niveau de malade? Parce que, bon, légèrement malade, on a un petit peu tous, des fois... voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quoi un malade qui est signalé à l'ARS?
Sérieux? C'est une très grosse gastro? C'est des entrées aux urgences à l'hôpital. Ah oui. Alors en effet, elles ne sont pas forcément toutes recensées. Et après, il faut leur demander à l'ARS qu'ils ouvrent leur base de données. Et puis il y a un réseau Sentinelle aussi sur les boîtes de médicaments, les ventes de médicaments contre les gastro aussi. Voilà, il y a un réseau de surveillance par rapport qui est plus lié aux médecins généralistes et aux pharmacies, voilà, qui donne un indicateur aussi de... Voilà. Ok, allez, on va partir maintenant sur les problèmes d'hydrologie, hein, voilà, pour la suite de cet exposé. Donc là, on va faire un peu de physique, un petit peu de... Hein, voilà. Oui. Et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe sur les différentes entrées d'eau, sorties, pression, etc. Voilà, donc là, on va plus parler d'hydrologie. Donc, ce que je voulais vous présenter en premier lieu, déjà, c'est les paramètres les plus basiques, j'ai envie de dire, c'est la température et la salinité de l'étang. Je ne sais pas si on m'entend bien au micro, oui. Donc, ces 2 points de surveillance à Bouzigues et à Marseillan, c'est les données de l'Ifremer. Donc, ici, c'est la salinité de l'étang des années 98 à 2021. Et ce qu'on s'aperçoit, donc à Marseillan et à Bouzigues, ce qu'on s'aperçoit, c'est que depuis les années, on va dire 2010, on a des dépassements de seuil de salinité au-dessus de 40 pour 1000 qui deviennent assez récurrents. Voilà. C'est vrai qu'il y a une tendance à la salinisation de cette lagune, hein, avec des épisodes et des pics qui sont avec des records qu'on a eu en 2017-2019. En tout cas, sur Marseillan, c'est un petit peu moins salé à Bouzigues parce qu'on est plus proche de renouvellement de l'eau de mer par 7. Donc les pics sont un peu plus atténués. Mais ce qu'on se rend compte, dès qu'on regarde le nombre de jours qu'on dépasse 40 pour 1000, on se rend compte qu'on est entre 50 et 75 jours. Vous voyez que sur la dernière décennie, on dépasse ces 40 pendant des périodes beaucoup plus longues. Donc on est plus salé et ces pics, ces 40 de salinité, ils s'expriment pendant presque 2 à 3 mois au-dessus de 40. Voilà. Chose que c'était moins vrai au début des années 2000. Donc il y a quand même une tendance à la salinisation. Au-dessus de 40 pour 1000, il y a que ce soit sur les huîtres ou sur le vivant, hein, tout simplement, il y a des problèmes de régulation osmotique, donc ça peut perturber la croissance, ralentir les croissances des organismes. Il y a des organismes qui n'aiment pas forcément trop les eaux trop salées. Hein. Donc ça peut entraîner certains gènes pas seulement sur les huîtres, mais sur différents types d'organismes. Voilà. Sur les températures, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que on repère 2003, 2006, 2018 qui sont les années avec des malacs d'ailleurs, avec des pics de température très élevés, et on voit aussi qu'on a une tendance aussi à des niveaux plus élevés et plus longtemps de la température de la masse d'eau. Voilà. Donc ça, c'est un peu des cycles. Hein. Donc je vous ai parlé tout à l'heure les anoxies. Les anoxies, dès qu'on est à 26 degrés, on commence à être vigilant. Dès qu'on est à 27, on sait qu'on n'est pas loin des crises. Hein. 27, 28, on sait qu'il peut y avoir dans l'eau. On parle dans l'eau. On sait qu'il peut y avoir des déclenchements des phénomènes qu'on a parlé tout à l'heure. Anoxie, c'est-à-dire la malague. La malague, d'accord. Ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. L'oxygène, quoi. Voilà. Derrière, ça augmente les risques de malague, quoi. Et on sait que c'est un peu les seuils. On est autour de ces seuils critiques. Voilà. Alors, dès qu'on parle après l'hydrologie de la lagune, on peut en déterminer un bilan hydrologique. Un bilan hydrologique, c'est quoi? C'est quels sont les volumes d'eau qui rentrent dans l'étang et quelles en sont les proportions. Alors, si on regarde l'eau qui arrive sur l'étang, déjà, l'étang, il y a de la pluie directe. Donc, chaque année, en moyenne, c'est des statistiques sur 50 ans, on a 582 mm en moyenne. C'est 43,6 millions de mètres cubes d'eau de pluie directe à l'étang en moyenne. Mais d'une année sèche à une année pluvieuse, vous voyez que ça peut aller de 19 à 83 millions. Donc, il y a des variations d'une année sèche. Voilà. Donc, ça se traduit après dans la salinité de l'eau, d'ailleurs. Oui. Donc ça, c'est un apport qui est assez important, c'est la pluie directe. Voilà. Après, il y a ce qui vient du bassin versant. Je vous ai parlé des 12 cours d'eau.
Oui. La pluie, c'est à peu près le 8e du volume de l'étang. C'est ça? Alors, 350 le volume millions de de mètres l'étang, cubes, 350 et 46, millions. Ouais, à peu près Oui. quoi. D'accord. Oui. Ok. Donc, après, je vous ai parlé des ruisseaux intermittents. Donc, on a un système de surveillance de certains de ces cours d'eau. Sinon, on a évalué par les débits qui s'écoulent dans ces réseaux, par ces stations de mesure. On a en moyenne 27 millions de mètres cubes d'eau en moyenne qui arrivent de ces cours d'eau à l'étang. Mais une année sèche, on est à 6,6 millions, ou des années humides, on est à 53 millions. Voilà, donc vous voyez qu'il y a de très grosses fluctuations qui sont liées tout simplement à la météorologie. Alors après, il y a les stations d'épuration qu'on a vues, celles qui se rejettent de façon permanente dans l'étang, les eaux traitées. En termes de volume, ça c'est assez stable, c'est assez régulier d'une année sur l'autre, et on est en moyenne à 1,3 million de mètres cubes qui sortent des systèmes d'épuration qui rejoignent l'étang de Thon. Après, il y a ce que je vais vous parler tout à l'heure, l'hydrogéologie. Donc c'est un aquifère qui a comme point de sortie la source de la Bise, dans la crique de Langue. Donc là, on a pu établir une métrologie assez fine. Vous allez avoir les images tout à l'heure de l'installation qu'on a pu faire au fond de la Bise. On estime qu'en moyenne, il y a 4 millions de mètres cubes d'eau par an qui sortent de l'aquifère. Et ça, c'est assez stable. Alors, mais voilà, ça c'est 4 millions qui sortent par cette source, en moyenne. Le domaine de l'Istel, c'est en moyenne 300 000 mètres cubes par an, mais en fait, c'est de l'eau qui est saumâtre, c'est pas de l'eau douce. C'est de l'eau qui draine le système hydraulique du Lido, parce qu'il y a un réseau de canaux qui mélange l'eau douce du lagunage des Pradelles, de l'eau traitée donc de Marseillan, avec de l'eau salée. Donc c'est pas des gros volumes et c'est pas de l'eau douce en tant que telle. Et après, il y a les eaux qui proviennent du fleuve Hérault. Donc il faut savoir qu'en réalité, le fleuve Hérault et l'étang de Thon, ils sont connectés. Ils sont connectés par le canal du Midi. Donc le fleuve Hérault, il y a une écluse entre les deux sur le canal. Le fleuve Hérault donc est au premier étage, l'étang de Thon, on est au rez-de-chaussée, puis il y a l'écluse qui fait l'ascenseur des bateaux. À chaque fois qu'un bateau monte ou descend, l'écluse elle se vide, elle fait 250 mètres cubes, il y a 4000 éclusages par an à peu près, donc ça fait 1 million de mètres cubes d'eau. Voilà. Et je vais vous montrer un peu plus loin, il y a tout un réseau hydraulique. Voilà, donc ça c'est l'étang de Thon, en fait, il est branché via les ouvrages que M. Riquet il a établis sur le fleuve Hérault. Et ça, éventuellement, c'est quelque chose, si tout le reste c'est assez fixe, c'est variable, il n'y a aucune régulation possible, cet endroit-là, il pourrait avoir une régulation et une augmentation éventuellement des apports d'eau douce, puisque ça pourrait venir compenser un déficit par ailleurs, en fait, cet endroit-là. Puisque, voilà. Après, il y a l'évaporation. Donc, il y a de l'eau qui s'évapore. C'est 77 millions de mètres cubes d'eau en moyenne. Ça, c'est selon les températures, les vitesses de vent, etc. Donc, c'est ce qui fait aussi que l'étang, il est plus salé l'été que la mer. Hein. C'est parce que l'évaporation est plus importante que les apports. Du coup, il a tendance à se saliniser. Et au contraire, l'hiver, il y a plus d'apports que d'évaporation. Donc, le bilan fait que l'étang se radoucit. Alors, c'est plus d'1 mètre. Voilà, les jours, ça peut monter à 2 mm par jour l'été en évaporation. Donc après, il y a un troisième type d'apport, ce sont les échanges avec la mer. On en a parlé par les gros tout à l'heure, hein, les apports. Alors, voilà, en fait, mais là, c'est par jour. C'est 3,5 millions de mètres cubes par jour. Ça fait 1,3 milliard par an. En gros... les canaux, le canal Royal, il peut débiter jusqu'à 250 mètres cubes seconde. Donc ça fait quand même un débit d'un sacré fleuve. Il renouvelle 4 fois le volume de l'étang, en gros, par an. Voilà, c'est des ordres de grandeur. Voilà. Alors après, je vais...
Le canal du Rhône, non, c'est minime. On a un courantomètre, sur le canal du Rhône, c'est minime. C'est 2-3 cubes secondes, c'est par rapport aux 250 mètres cubes secondes du canal royal. Ouais. Non, on est plus salé côté marseillan. Plus on se rapproche du canal royal, le fait justement que cette eau soit renouvelée dans le petit étang, plus on a une composante marine. Plus on s'éloigne du canal royal et des gros, en fait, plus on devient salé l'été. Et moins on a une composante marine, et moins l'eau est renouvelée. Voilà. Donc là, je vais vous parler d'hydrogéologie, donc de ce qui se passe en dessous, sur le territoire, puisque sur le territoire, il y a un aquifère. Si vous regardez la Gardiole, la Cosse d'Omlas, tous ces massifs calcaires, à Villeverac aussi, là où il y a les éoliennes, tous ces massifs calcaires, en fait, il y a de l'eau qui s'infiltre et qui vont alimenter un aquifère qui compose la principale ressource en eau douce de notre territoire, qui s'appelle l'aquifère du Pli Ouest. C'est des calcaires de l'époque jurassique. Donc conceptuellement, c'est M. Vigourou du BRGM qui a présenter ce modèle conceptuel d'écoulement et comment ils se partagent. Parce que vous voyez, le bassin versant, il y a des lignes de crête sur lesquelles, on est sur un bassin versant d'un ruisseau ou d'un autre. Dans les eaux souterraines, c'est pareil. On peut être à un endroit, l'eau, elle va plutôt aller par là ou elle va plutôt par là. Donc ces lignes, ces lignes ici, en fait, c'est ce qu'on appelle des crêtes piézométriques, c'est des lignes de partage des eaux. Donc cet aquifère, il se partage en 5 entités. Une qui part vers la Mosson, un sur la Gardiole qui part vers la source de la Robine et la source de la Madeleine à Mirval. C'est l'entité sud. Il y a l'entité de Plessan qui va vers le cœur de vallée de l'Hérault, vers Plessan. Il y a l'entité de Villeverac qui n'a pas de point de sortie, qui part en profondeur. L'eau, donc, elle se recharge sur ses coteaux et après, c'est là où il y a l'impluvium et la recharge chaque année de cet aquifère. Et puis, il y a la plus grosse partie, c'est l'aspect central. On a fait des bilans hydrologiques sur cet aquifère. On a estimé les volumes qui rentrent, les volumes qui sortent à Issanca, les volumes qui sortent à la Vise. La Vise, c'est le point de sortie final de cet aquifère. Donc vous voyez de l'eau qui s'infiltre à Omlas. Il y a eu des traçages en géochimie qui ont été faits. Elle met presque 20 ans à ressortir au niveau de la Vise. Mais elle fait tout ce circuit-là. Voilà. Donc, il y a 2 points de sortie, la Vise et la source Covid de Balaruc, voilà, qui est terrestre, qui est au-dessus du niveau de la mer. La Vise, donc, elle est à 27 mètres. Alors, nous, au syndicat, on a établi tout un système de surveillance de cette masse d'eau. Donc, on a un réseau de suivi, toutes les stations jaunes, là, les petits points jaunes, on a sur un forage un suivi de niveau piézométrique qui nous permet de voir dans quelle situation on est, et de pouvoir aussi mieux comprendre comment ça fonctionne, etc. Voilà. Donc on a installé tout ça, avec pas mal de temps et de ténacité. On a fait les triangles rouges, c'est un réseau de surveillance complémentaire où on va chaque mois sur les points pour avoir une meilleure répartition spatiale. Voilà. On a aussi des eaux de surface, c'est les points verts. On suit les débits de la Veine, du Palace, du Necvac, et on suit aussi des niveaux limnigraphiques, les niveaux de l'étang à Bouzigues, là, en face. On a une station du niveau de l'étang au port, là, pour voir les niveaux limnigraphiques. Voilà. Donc on a tout un réseau de surveillance de cet aquifère et des eaux de surface aussi, ça tantôt, qui nous permettent d'y voir clair. Voilà. Alors cet aquifère, on sort d'un gros programme avec le BRGM de plus de 5 ans d'études, qui a été financé donc, par le ministère de la Recherche et l'enseignement supérieur, aussi sur de l'innovation et aussi sur l'agence de l'eau, à près d'un tiers, et puis certaines collectivités locales. Notre syndicat, la commune de Balaruc aussi, a financé ce programme pendant 5 ans pour mieux connaître tout le milieu souterrain. Donc il y a eu toutes les sciences de la Terre dans toute leur panoplie qui ont été appliquées, de la sismique réflexion, de la gravimétrie, de la sismique passive, pour comprendre comment sont organisées les couches géologiques sur notre territoire. Et donc il y a un modèle 3D géologique qui a été construit, donc de 35 km sur 70 km et de près de 5 km en profondeur, où on a pu regarder comment ces couches géologiques étaient organisées. Donc, vous voyez les tantôt là, l'orientation, vous avez les tantôt, le Mont Saint-Clair, et puis vous avez différentes couleurs.
On voit des jeux de failles aussi, là. Vous voyez ces grandes ruptures, là, il y a des grandes failles régionales, etc., qu'on connaît au niveau géologique et qu'on a pu établir. Nous, ce qui nous intéresse, là, sur les eaux souterraines, ça va être les couches bleu clair et bleu, vous voyez, ce bleu-là, là. Ça, c'est l'aquifère des calcaires du pli ouest qui nous intéresse. Et ça nous intéresse déjà structurellement, au niveau stratigraphique et la géologie structurelle, comment elle s'organise, parce que ça va orienter les écoulements et on va mieux comprendre les cheminements de l'eau dans ces couches. Dans ces jeux de failles, voilà. Donc ce modèle, déjà, il nous a permis de bien concevoir comment c'est organisé. Et après, on a même établi, il y a eu des modèles hydrogéologiques d'écoulement des eaux qui ont été construits à partir de ces outils. Donc ça, c'est de l'ingénierie, mais on est allé assez loin, j'ai envie de dire, dans ce programme. Ici, c'est une coupe, parce qu'il y a aussi ce qui est... Donc ça, c'est l'eau du pli ouest, mais on va en parler un peu après. Il y a aussi les eaux thermales. Voilà, je vais vous montrer des schémas pour comprendre d'où vient l'eau thermale, quelles sont les interactions sur Balaruc, parce que c'est assez compliqué ce qui se passe sous Balaruc, mais on a réussi déjà à pas mal avancer. Voilà. Alors, dès qu'on va parler d'Inversac, voilà, ça c'est un risque pour notre territoire, c'est un phénomène qui apporte un risque assez important pour notre territoire. Qu'est-ce que c'est un Inversac? Est-ce que vous en avez entendu parler déjà? Voilà. Donc, vous voyez, conceptuellement, en fait, on a l'étang, ici, là. C'est cette eau-là. La Vise, elle est à 27 mètres de fond. Et puis, en dessous, là, on a l'aquifère d'eau douce. Et entre les deux, on a des roches qui sont perméables ou semi-imperméables du Miocène. Donc, en fait, on a deux réservoirs. Un d'eau salée en surface et un d'eau douce qui est en dessous. On a pu estimer, avec justement sur les Inversacs d'avant, en traitant des données, on a pu estimer, en faisant des calculs, que ici, là, en fait, cette cheminée-là, elle fait 60... ce qui relie les deux, c'est la faille et la source de la Vise, c'est relié avec une profondeur de 70 mètres. Donc ici, en fait, l'aquifère, il est 100 mètres en dessous du niveau de la mer. Voilà. Ça, c'est important après. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, dans un cas normal, en fait, c'est tout simplement deux réservoirs qui sont reliés. S'il y en a un plus haut que l'autre, vous comprenez que celui qui est plus haut va se vider dans celui qui est plus bas. Voilà. Et puis, par contre, si ça change, si c'est donc le niveau de l'étang qui est plus haut, donc dans un cas normal, l'aquifère du pli ouest, si on fait un forage ici, on a ici un niveau piézométrique. Le niveau piézométrique, c'est le niveau de l'eau. S'il est au-dessus de l'étang, et là, on est dans une situation normale, et la source, elle coule vers l'étang. Et cette source-là, elle coule entre 30 et 300 litres seconde en haute eau, voilà, selon le niveau justement de charge. Par contre, dans un cas où, en fait, c'est vrai qu'on a un niveau très très bas de cet aquifère et que le niveau de l'étang, et souvent les Inversacs sont déclenchés à cause de tempêtes, monte, là, c'est l'étang qui va rentrer dans l'aquifère. C'est une question, en fait, en hydraulique, il n'y a pas plus simple, c'est une question d'hydrostatique. En réalité, j'ai représenté ça par une balance. C'est un poids de l'eau, d'un côté et de l'autre. Alors, juste à différence que le rouge, là, c'est de l'eau salée. Qui dit eau salée dit plus dense. 1 litre d'eau salée, c'est 1 kg plus 38 grammes de sel. Et ça, c'est aussi toute son importance. C'est qu'en réalité, ces niveaux, il faut les corriger à la densité de l'eau qu'il y a au-dessus. Pourquoi? Aujourd'hui, je peux vous le dire, aujourd'hui, la source de la Vise, elle coule à 72 litres seconde, là, en ce moment où on parle. Et on a 35 cm de différence. C'est pas beaucoup, hein? Les équilibres là, de ce système, ils se jouent à quelques dizaines de centimètres. Aujourd'hui, là, elle coule à 72 litres et on a 35 cm. Bon. Dès que le phénomène s'enclenche, vous voyez là, il y a 30 mètres d'eau salée, là, c'est représenté par là. Mais si le phénomène s'enclenche, ces 70 mètres, là, ils vont être remplis aussi d'eau salée. Et là, il y a 100 mètres d'eau salée. 100 mètres d'eau salée, en fait, c'est 102,50 mètres d'eau douce en poids. Ça veut dire qu'une fois qu'on est en Inversac, si on veut le rebasculer, il faut que l'aquifère monte en pression de 2,50 mètres en dessus du niveau de l'étang. C'est pas rien, 2,50 mètres. Donc il faut vraiment une grosse pluie. Voilà. C'est pas des petites pluies. Voilà. Donc ça, c'est d'un côté, on a quelques dizaines de centimètres, mais une fois que le processus est enclenché,
Ça, c'est ce qui nous a permis de comprendre ça. Voilà, je vais vous le montrer un petit peu après. Là, ça, c'est une... Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pour se représenter. Qu'est-ce qui se passe en situation normale? Ici, en fait, sous Balaruc et même sous Bouzik, j'ai envie de dire, hein, là où on est, on l'a pas loin, là, hein, l'aquifère du Puy Ouest. En fait, on a 3 masses d'eau. Là, je vous parle de 2. Maintenant, je vais vous parler aussi de l'eau thermale. En fait, pourquoi? Parce que il y a 3 masses d'eau. Il y a celle qui est en bleu foncé qui est représentée, c'est de l'eau salée. Il y a la mer, il y a l'étang, là, vous voyez? C'est l'eau. Voilà. Après, il y a l'eau plus bleu ciel, là, ça c'est l'eau douce qu'on parle, qui passe en dessous l'étang. Et puis il y a l'eau thermale aussi qui est en rouge, là, qui remonte le long d'une faille, qui remonte de 3500 mètres de profondeur, et qui est guidée par une faille et qui vient sous Balaruc aussi. Et donc en fait, les réservoirs ils sont reliés en équilibre par la source de la Vise. En situation normale, c'est le bleu clair qui ressort là. Et puis le rouge, là, il ressort sous Balaruc, aux anciennes thermes romaines. Voilà. Mais en situation d'inversac, là, l'eau salée rentre et elle va descendre en profondeur parce qu'elle est plus dense et elle va aller interférer avec ces réservoirs, bleu ciel, voire même eau thermale. Donc elle va saliniser le système et les 2 réservoirs. Elle va refroidir aussi les eaux thermales. Le dernier inversac, il a eu lieu en décembre. L'eau, elle était à 5 degrés, l'eau qui s'est infiltrée. On a vu aussi, au niveau thermique, on a vu le refroidissement des eaux thermales. Voilà. Ces inversacs, voilà, il y en a eu d'histoire, de ce qu'on connaît. Alors, un inversac, en moyenne, c'est 21 000 m3 par jour d'eau salée qui rentre. C'est 820 tonnes d'eau salée qui rentrent dans les réservoirs chaque jour. Voilà, ça, c'est un peu un chiffre pour donner un ordre d'idée. Les inversacs qu'on a connus, c'est le 22 octobre de 67-69. Ça, c'est lié parce qu'il y avait les mines de Cambéliès qui étaient actives. Et donc, le lac des Cambéliès à Loupian, je ne sais pas si vous le voyez, en fait, ils pompaient pour pouvoir extraire la bauxite. Et en fait, ils pompaient l'eau à 10 mètres en dessous le niveau de l'étang. Ça a déclenché un inversac. En 83, à cause de sécheresse, éventuellement de pompage aussi. En 93, qui a été beaucoup plus court, suite 93, et puis plus récemment, 2008, 2010, 2014 et 2020-2022, 17 mois d'inversac. Ces 2 derniers, là, on a pu les surveiller avec tout notre réseau de mesures, de surveillance, etc. Et ça nous a permis de comprendre un peu tout ce que je vous explique là. Toutes ces formules mathématiques, tout ce fonctionnement-là, c'est grâce à tout ce qu'on a pu acquérir comme données et connaissances sur ces 2 derniers. Voilà. Ce qui a eu lieu dans ce programme, voilà, ça a coûté 400 000 €. On est allé sur la source de la Vise en 2018 avec les autorisations. Ça a pris beaucoup de temps pour avoir les autorisations, domaine public maritime, etc. Et on a installé, donc c'est le BRGM qui a fait travailler donc, l'entreprise Antea, qui a installé cette station de métrologique pour capter la source et mesurer le débit, pour savoir le volume d'eau. Voilà. Donc on a canalisé la source. Alors il y en avait un ancien de système de captage, hein. On l'a retiré, il était obsolète et voilà, il était là. Et on a mis ce système aujourd'hui au fond pour mesurer la vitesse, le débit et tous les paramètres de la source, où on a 4 ans de données, ce qui nous a permis de comprendre tout ça. Et c'est aujourd'hui on surveille encore le débit. Voilà. Alors là, ça c'était une diapo pour vous montrer que ces problèmes de salinisation, ça existe ailleurs en fait. Hein. Ça existe, moi j'ai trouvé des exemples en Crète, donc des karstes qui ont des problèmes de salinisation d'eau de mer qui polluent l'eau douce en zone littorale. On n'est pas les seuls à avoir ces problèmes-là. Moi, j'ai trouvé en Crète, en Grèce, en Italie. Et en France, il y a Port-Miou. Alors Port-Miou, il y avait un gros problème de salinisation. C'est une ressource stratégique pour la ville de Marseille. Il y a Cassis, Aubagne, Gemnos qui ont aussi des captages d'eau potable sur cette ressource. Et donc dans les années entre 70 et 80, en fait, ils ont repéré les drains et ils sont allés creuser un puits d'accès de 50 mètres vertical, une galerie. Ils sont allés à moins 50 mètres en dessous du niveau de la mer, boucher des drains de 2 mètres de diamètre, faire un barrage souterrain dans des drains avec un déversoir et pour pouvoir empêcher ces intrusions d'eau salée pour protéger cette ressource. Voilà. C'est assez intrusif, c'est assez remarquable même, c'est assez coûteux aussi, mais c'est ce qui s'est passé dans les années 70-80, ça existe toujours. Ça, Bon, nous, on n'est pas sur des systèmes aussi importants, mais se pose quand même la question de l'adaptation, de la protection de cette ressource. Voilà. Avec des solutions techniques qu'on a pu imaginer, proposer,
et qui pourront peut-être être mises en œuvre dans un futur. Voilà. Donc c'est le programme aussi nous a donné, on a des possibilités d'action. Il y en a plusieurs. Voilà. Donc le dernier, voilà, c'est les 3 dernières diapos. Après, je m'arrêterai là. C'était ce que je vous parlais sur le fleuve Hérault et notamment le système du canal du Midi. C'est une question. Est-ce que les apports en eau douce à la lagune de Thau, est-ce qu'il faut accepter une variabilité naturelle totale, on a vu que d'une année sèche à une année humide, il n'y a pas du tout les mêmes volumes qui arrivent à l'étang. Ou est-ce qu'on pourrait imaginer, à l'échelle de la lagune, donc, un système qui est partiellement régulé? Ça veut dire des années sèches, on pourrait éventuellement compenser de l'eau par le système de l'Hérault à certains mois de l'année, suivant certaines conditions, etc. etc. Voilà. Donc ça, en tout cas, c'est une possibilité technique qui pourrait mobiliser plus de 15 millions de mètres cubes d'eau. Alors, sur le Bagnas, en fait, c'est une zone donc à cheval entre le fleuve Hérault et l'étang de Thau, à tel point que même l'administration, dès qu'il fallait découper sur les bassins versants, ils ne savaient pas s'il fallait le recoller au bassin versant de l'étang de Thau ou au bassin versant du fleuve Hérault. Bon, finalement, il est plutôt sur le bassin versant de l'étang de Thau. Il est dans notre périmètre administratif de notre syndicat qui est à l'échelle du bassin versant. Mais vous voyez tous ces traits là, il y a des traits rouges, il y a des traits verts, des traits bleus. C'est tout un réseau assez complexe de cheminement de l'eau. Alors pour un hydraulicien que je suis, moi ça a éveillé toute ma curiosité et du coup on a travaillé là-dessus et on est allé recenser tous ces canaux, comprendre comment ça marchait. Voilà. Aujourd'hui on sait comment ça marche et on a travaillé avec la réserve naturelle du Bagnas qui eux ont besoin d'eau pour remplir leur réserve pour les oiseaux. Voilà. Pour maintenir des niveaux d'eau dans différents casiers. Voilà. Donc aujourd'hui on sait comment ça fonctionne. Et c'est vrai que de l'eau de l'Hérault à l'étang de Thau, en réalité, l'eau, elle pourrait passer par 6 chemins différents. Il n'y en a pas un, il y en a 6 de chemins. Voilà. Donc il y a les flèches rouges. Il y a le canal du Midi au milieu. Ça, c'est le chemin le plus direct. C'est soit le bypass de l'écluse, soit l'épanchoir, le trop-plein de l'écluse. Voilà. Et donc, c'est deux possibilités où il y a de l'eau qui peut passer et après suivre le canal du Midi jusqu'à l'étang de Thau et aux Enclos. Mais après, il y a le réseau secondaire. Il y a un réseau, notamment le réseau d'adduction qui alimente la Bagnas, avec le canal qu'on appelle le canal de circonvallation plus le canal de Pioche-Cuguiul, qui va à Marseillan. Et l'eau pourrait aussi passer par là. Ça peut être cumulable même, hein. Et après, il y a aussi il y a 3 façons par le nord en fait de renvoyer l'eau. Un sur l'ouvrage de sortie, ici le petit pont, voilà. Et il y en a un aussi par le sud, le Rio Mort. Celle-là, elle fonctionne déjà, en partie. Voilà. Donc il y a déjà des débits qui traversent. Voilà. Donc ça c'est voilà. Et ça a été étudié déjà dans le passé. En 77, il y a eu une étude de dérivation, alors je vous lis le titre, par VNF et l'IRSTPM, l'IFREMER de l'époque. Dérivation des écluses, ça a été expérimenté pendant 1 an et demi, où ils ont ouvert le bypass pour emmener de l'eau pendant 1 an et demi de l'écluse, et où ils ont regardé si les huîtres elles poussaient mieux, ce qui se passait au niveau qualité de l'eau, etc., etc. Voilà. Donc bon, je ne vais pas vous lire précisément, mais tous ces rapports ils existent. Il y a le département de l'Hérault aussi qui avait en 87 fait une étude pour épancher les crues de l'Hérault vers l'étang de Thau. Ils voulaient faire un chenal de crue vers l'étang de Thau pour protéger la ville d'Agde. Donc il y a eu plusieurs études aussi sur cette dérivation de l'eau Hérault. Voilà. J'en finirai là-dessus. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Une petite question juste sur la fin. Dans ce cas-là, s'il y a dérivation vers l'étang de Thau, on serait sur une eau. Est-ce qu'on aurait un conflit d'usage éventuel, ou est-ce qu'au contraire on est vraiment sur l'utilisation de l'eau de l'Hérault quasi finale avant qu'elle se jette dans la mer, quoi, en gros. Donc il n'y a pas de conflit d'usage. Oui, alors si on est plus haut, si on est plus en amont, il y a des conflits d'usage. C'est vrai que Voies navigables de France sont les derniers préleveurs avant que l'eau aille à Agde. Voilà, ça c'est une première chose. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'usager de l'eau. Après, l'idée, c'est aussi de se dire, l'eau, on peut la prendre à un moment donné où il y en a beaucoup. Mois de juin, juillet, août, si les débits sont bas, ou alors, il peut y avoir un règlement
de se dire, si les débits sont à tel niveau, on ne prélève pas. C'est peut-être juin, juillet, août. Donc il peut être, enfin, ça peut être. Il peut y avoir des règles qui peuvent définir ça en fait. Voilà. D'accord. Je sais que là-dessus, il y avait des personnes qui évoquaient des craintes sur, par exemple, est-ce que si on amène de l'eau douce, ça pourrait pas faire développer des blooms toxiques du phytoplancton que je vous montrais. Ça c'est pareil. Il y a un réseau de surveillance. Oui, des phytoplanctons, on pourrait très bien dire si y a telle espèce qui est présente, on n'amène pas d'eau, etc. Cette eau-là, l'idée c'est pas emmener de l'eau pour emmener de l'eau, c'est si il y a un déficit d'eau une année sèche, ça pourrait servir en compensation. C'est ça l'idée, hein. Et ce qui permettrait d'avoir une cote plancher pour la lagune de Thau d'un apport minimal et de compenser une sécheresse, une année sèche. Une année humide, peut-être qu'il n'y a pas besoin de mobiliser cette eau. Oui. Voilà. Après, moi je suis ingénieur, donc moi ça c'est une question de possibilité technique par rapport à un problème de sursalure. D'accord. Aujourd'hui, il y a toute l'infrastructure existante. D'accord. Et après, prendre les précautions qu'il faut, définir un règlement, apprécier les risques et les prendre en compte dans un règlement d'eau, une étude d'impact. Ça c'est ça prend du temps à évaluer. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des équilibres entre l'eau salée et l'eau douce au fil du temps dans les tantôt ou pas? Est-ce qu'il y a des équilibres ou alors c'est juste comme la sécheresse entre l'eau douce et l'eau salée? Est-ce que chaque été on est plus salé que la C'est la mer, c'est les graphiques que je montrais tout à l'heure. On a des périodes au-dessus de 40 pour 1000 qui sont plus longues. Ça veut bien dire que sur la période automnale ou printanière, il n'y a pas eu les volumes d'eau douce qui ont été suffisants. On a quand même une tendance à la salinisation. Voilà. Donc ça c'est... Oui, on est un peu plus salé qu'il y a 20 ans. D'accord. Alors, il y a des questions de la salle. On va prendre monsieur, et puis après vous. Allez-y, monsieur. Le transit par le Bagnas de l'eau de l'Hérault vers l'étang. Le Bagnas, à certains moments, fait des assecs, la mise à sec de l'étang pour régénérer la roselière. Donc il y a une incompatibilité. Et ma deuxième question concerne l'ouverture éventuelle, il est parfois question, du gros de Pisse-Somme entre la mer et l'étang. Alors, sur le système du Bagnas, j'ai dit que c'était une possibilité de passer par leurs ouvrages au nord. J'ai pas dit que c'était ce qui allait être fait, puisque le Bagnas, ils ont un plan de gestion qui leur est propre, qui est validé par l'ADREAL, le ministère de l'Environnement et les gens qui suivent le comité technique et scientifique de la réserve. Donc en effet, tous les 5 ans, ils prévoient un ASEC. Le dernier ASEC, ils ont eu des choses, si vous voulez, il y a eu pas mal de poissons, il a fallu faire une pêche de sauvegarde, etc. Donc les ASEC, je suis pas sûr que ça... C'est un peu un mauvais souvenir, le dernier ASEC pour les gens. Je suis pas sûr que... En fait, l'ASEC, pour eux, ça a un intérêt pour dénitrifier et enlever des stocks d'azote, vous voyez, parce que c'est très riche en azote phosphore dans les sédiments, et ils voudraient un peu exporter de l'azote. Mais je suis pas sûr, voilà, l'ASEC, c'est un mauvais... Et puis, dès qu'on fait un ASEC, moi aussi, c'est ce que je leur ai dit, dès qu'on enlève 1 mètre de charge hydraulique à un endroit où il y a la nappe d'accompagnement de l'Hérault, il y a la nappe astienne qui est un peu plus profond, dès qu'on enlève 1 mètre de charge hydraulique sur un secteur, on ne sait pas trop comment le biseau salé, la nappe astienne ou quoi, qu'est-ce qui se passe là, hein? Parce que le Mont-Saint-Loup, c'est quelque chose qui a cassé toutes les strates géologiques, qui peut mettre en connexion différents... Dès qu'on fait un ASEC sur le Bagnas, moi à un moment donné, même il faut savoir l'impact sur les écoulements hydrogéologiques et le biseau salé aussi. Donc je pense que je suis pas sûr qu'ils vont refaire des ASEC par rapport à ce qu'ils ont connu avec les poissons et l'appréciation des risques sur les écoulements d'eau souterraine. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'eux, ils prélèvent de l'eau dans l'Hérault pour maintenir des niveaux d'eau dans la réserve pour les oiseaux et toute la flore qu'il y a. Voilà. Mais cette eau-là, aujourd'hui, leurs ouvrages, ils le gèrent pas pour les temps de Thau. Et d'ailleurs, c'est vrai que le canal Pioche-Kiogoul, si on voudrait emmener de l'eau à l'étang de Thau, il faudrait ouvrir une martelière sur le canal, ça baisserait sûrement leur niveau. Donc c'est pour ça que ça, moi, ce que je vous ai dit, que c'est possible, mais je suis pas sûr que ça soit en adéquation avec ce que le Bagnas va faire. La deuxième chose, c'était l'ouverture du gros de Pisse-Somme. Il y a eu déjà des études par rapport au Malag en 2007 qu'Ifremer a fait d'ouverture de nouveaux gros.
si on ouvre un gros, est-ce que ça empêcherait ces problèmes de sursalinisation, ces problèmes d'oxygène, et en renouvelant l'eau de l'étang grâce à un nouveau gros au milieu ou alors à piste-somme? Bon, en réalité, si on fait ça, on va encore plus saliniser l'étang. Voilà, on gagnera de 0,7 à 1 gramme de sel en moyenne sur l'année, et parce qu'on va plus mariniser l'étang. Voilà, donc ça, il y a une étude qui a été faite en 2007 par l'IFREMER. Par contre, on gagne en oxygène. C'était Pas nécessairement. pas nécessairement. Cette étude, elle a montré que non, c'était pas forcément, ça améliorait pas forcément la situation par rapport. D'accord. Ouais. Alors, encore une ou deux questions. Je crois qu'il y avait une question, monsieur, ici. Allez-y. Voilà. L'effet de Lembersac. Qu'est-ce que ça a comme effet sur Lembersac? Ben, Lembersac, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a de l'eau salée qui rentre dans un réservoir d'eau douce, qui descend. Eh ben, c'est la salinisation d'une masse d'eau douce. C'est une salinisation potentiellement aussi du réservoir thermal. Même si le réservoir thermal, c'est une eau qui est déjà très minéralisée. Parce qu'en fait, elle est déjà en partie salée, mais c'est de l'eau très ancienne, qui a plus de 100 000 ans. En fait. Mais malgré tout, voilà, les risques, c'est de la salinisation de deux réservoirs. Voilà. Ce sel-là, il met beaucoup plus de temps à ressortir. C'est pas un effet piston, tiens, c'est rentré, et après, dès que ça revient à la normale, parce que dès que l'Lembersac, il est fini, j'en parlais avec le maire de Ballaruc, dès qu'il était fini, il croyait que la crise était finie. Ben non, en fait, ça vient de commencer. Le sel qui est rentré, il va falloir qu'il ressorte. Et nous, d'ailleurs, notre station de mesure, on le comptabilise, ça. On a compté le sel qui est rentré, et aujourd'hui, on compte le sel qui ressort. En ce moment, là, la source, elle coule à 3 grammes. Ça fait 1 an et demi que c'est revenu à la normale. Là, cette semaine, j'étais au jardin antique de Ballaruc. Ça fait 2 ans qu'ils ne peuvent plus utiliser leur forage. J'ai fait des tests sur leur forage pour voir s'ils pouvaient arroser avec leur forage. Il est toujours salé. Ça va prendre 4 ou 5 ans. Tous les forages domestiques sur Ballaruc, potentiellement, sont salés. Il y a pas, donc l'impact, il est pendant plusieurs années. Parce qu'en 2014, qu'on a vu, 6 mois d'Lembersac, il a fallu 2 ans et demi avant que la source Covid revienne douce. Ça veut dire 6 mois en x5 pour la normale. Le dernier Lembersac, c'est 17 mois. Je vous laisse faire le calcul, si on multiplie par 5. Avant que voilà. Et puis, on a vu dans vos graphiques, sur la partie de l'eau quartztique, des réserves qui sont très importantes. Finalement, aujourd'hui, on est complètement sur l'eau, en quelque sorte, en dessous de nous, et notamment sur des réserves qui sont importantes. Elles vont jusqu'où? Ça s'étend jusqu'où? Ça va jusqu'à Pignan? Ça va jusqu'à... sur nos eaux souterraines, par exemple. C'est ce que j'ai montré oui, sur la carte. Ça monte jusqu'à Omlas. Omlas, d'accord. Tout le plateau d'Omlas. Donc on a beaucoup plus d'eau en dessous que dans l'étang. Ah ben, l'étang de Thau, conceptuellement, vous avez l'équivalent en dessous qu'on ne voit pas, mais en eau douce et qui est recouvert par du Miocène entre Isanka, Montbazin, voilà. D'accord. Sauf que bon, il fait 300 mètres de haut. Ah, la QFR, il fait pas 5 mètres, c'est ça. Il fait pas 4 mètres, voilà. Et après c'est pas que des vides, il y a de la roche. L'eau occupe les vides, et les vides c'est moins de 2%. Hein, donc voilà. Donc par contre, il est beaucoup plus haut, en effet. Et après, il part aussi en partie profonde. Hein. Cette eau-là, elle va jusqu'à Pézenas même. Ah d'accord. Voilà, il y a eu des datations de fait. Mais à 10 km. Un peu plus. Mais en fait aussi, elle circule enfin, le volume du réservoir fait aussi que avant qu'elle ressorte, ça prend du temps, quoi. Voilà. D'accord. Ça, c'est... On reparlera encore des eaux souterraines, ça c'est vraiment passionnant, je trouve. Alors, on va arrêter là, à moins qu'il y ait encore une toute dernière question. Je crois. C'est bon. Allez-y, monsieur. Une question très simple. Oui. Quelle est l'évolution de la faune depuis les dernières décennies dans les temps? Je sais pas si la question est simple, pas si simple que ça. Il y a de moins en moins de pêcheurs. Voilà. Alors ça c'est, vous les mettez dans la faune en fait, les pêcheurs. Alors on y est aussi. Non.
Non, ça c'est difficile. Voilà, sur les captures, sur les poissons, bon, ça c'est difficile à répondre. Hein. Je veux dire, les données de pêche, c'est plutôt l'Ifremer qui les a, et sur la petite pêche, il y a beaucoup moins de suivi. Après, c'est difficile à dire ça. Voilà. Les pêcheurs sur la palourde, ils se plaignent qu'il y ait un effondrement des stocks, quoi, mais ils savent pas forcément en connaître la cause. Ça peut être une cause environnementale, de reproduction, la surpêche pas forcément parce qu'il n'y en a plus personne qui la pêche, des maladies, hein, les organismes ils peuvent avoir des maladies, des parasites, voilà. Donc, très bien. Question qui amènerait peut-être d'autres éco-dialogues. Hein. Merci infiniment Ludovic Sesma. Je pense qu'on peut vraiment vous applaudir parce que c'était tout à fait... Merci.